N'oublie pas la Astara. Rav Tubiano, fermez les micros, s'il vous plaît. Demande pour la Boker Tov, Rav Astara. Tubiano. Anita, vous voulez nous dire les Lou Nishmat, c'est le cours, et les Lou Nishmat, le mari de Anita. Dites-nous le nom, Anita. Oui. Pierre Abraham Ben Zeligman. Abraham Ben Seligman. Éteignez votre micro, Anita, parce qu'on a du mal. Oui. Voilà. Abraham, les Lou Nishmat, Abraham Ben Seligman. Et Chodesh Tov, Chodesh Nissan. Et on continue, on est très heureux d'avoir le Rav Tubiano pour continuer avec les Shoftim, avec les juges. Non, on m'a demandé aujourd'hui de faire un cours sur Pessah. Alors, magnifique, magnifique, Pessah. Alors d'abord, je profite de l'occasion pour souhaiter à toutes et à toutes une très bonne fête de Pessah, une très grande délivrance au niveau physique, au niveau spirituel, pour vous, votre famille, vos proches, et aussi pour tout le peuple d'Israël et le monde entier. Vous savez que nous sommes dans le mois de la délivrance et donc nous avons énormément d'espérance en espérant qu'elles vont se réaliser le plus vite possible dans les meilleures conditions. On m'a rappelé aussi que nous avons besoin de votre aide pour le financement de nos activités et donc vous êtes invités, si ça vous convient, d'amener une contribution pour que l'on puisse continuer nos activités. J'espère de tout mon cœur que nous allons pouvoir nous rencontrer de vive voix très rapidement après les fêtes de Pessah. La semaine dernière, j'ai rencontré le Rav Ben Ishai et je lui ai demandé expressément d'envisager que l'on puisse se revoir de face à face et aussi de continuer en Zoom pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas la possibilité de venir sur Jérusalem à la synagogue de Baka, en espérant que tout aille pour le mieux et le plus vite possible. Alors aujourd'hui, vous avez raison, on fait un cours sur Pessah. Pessah est un sujet brûlant d'actualité et un sujet qui nous demande beaucoup de réflexion, et plus particulièrement cette année. Alors on va essayer de répondre, d'apporter une certaine contribution. Alors d'abord, je voudrais poser peut-être 2-3 questions et dans le courant du cours, on va essayer d'y répondre. D'abord, première question qui se doit toujours chaque année d'être posée, mais encore plus cette année, la sortie d'Égypte en 2021, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de la sortie d'Égypte pour nous aujourd'hui? Deuxième question, le Chametz et la Matzah. Beaucoup de gens appréhendent la période de Pessah parce que ça demande des préparatifs et ils auraient voulu avoir le contenu spirituel, mais pas la recherche du Chametz et la Matzah. Alors, comment se positionner par rapport au Chametz et à la Matzah? Et troisième question, non, la troisième question, on va peut-être la laisser, on la dira plus tard. Alors, on commence avec votre permission. Le calendrier, dans nos générations, nous donne la possibilité de réfléchir de manière beaucoup plus approfondie sur les fêtes que nous vivons. Vous savez qu'après le mois de Nissan, il y a le mois de Iyar. Et pour nous, juifs contemporains, le mois de Iyar, c'est l'indépendance d'Israël et la réunification de Jérusalem. Et vous savez très bien qu'après le mois de Iyar, nous avons le mois de Shavuot, la fête de Shavuot et le don de la Torah. Et après Iyar, nous avons le mois de Sivan. Ça veut dire, j'essaie d'expliquer, regardez bien. Nissan, c'est la première délivrance. Iyar, c'est la deuxième délivrance. Et Sivan, c'est le don de la Torah. Tout ça, c'est un grand processus. On ne peut pas et on ne doit pas réfléchir à Pessah sans tenir compte du fait qu'aujourd'hui, nous avons la juxtaposition de Iyar et ensuite de Sivan.
je vous dis la même idée sous une autre forme et je rentre tout de suite dans mon sujet. Pour sortir d'Égypte, il y a plusieurs conditions. Et on va le dire tout de suite. La sortie d'Égypte, d'une certaine manière, est une tragédie. Parce que, comme vous savez très justement, 80% des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte. Il n'y a qu'un cinquième. Et donc, la grande question qui voudrait nous interroger dans un premier temps, mais qui ne veut pas sortir d'Égypte? Qui n'est pas capable de sortir d'Égypte? Réponse. La sortie d'Égypte, ce n'est pas uniquement d'être libre, d'être affranchi de l'esclavage. Non, ça ne suffit pas pour sortir d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, il faut accepter de devenir le serviteur de Dieu sur terre. Nous avons une mission, nous avons un rôle à jouer. Si on ne voit dans la sortie d'Égypte qu'un processus de libération, style, qu'est-ce qu'on va dire, style 1789, la Révolution française, au style la guerre de sécession entre le Sud et le Nord par rapport aux esclaves aux États-Unis, au style la Révolution en 1917, c'est une erreur. Il faut sortir d'Égypte, c'est une définition négative, il faut sortir d'Égypte, il faut couper les ponts avec l'Égypte pour créer quelque chose de nouveau, pour essayer de retrouver une nouvelle identité et participer à la réalisation de cette identité. Je vous ai parlé de la première tragédie. Tout le monde n'a pas été capable de sortir. Il n'y a plus de son là? On n'entend plus rien? Ou c'est Non, moi? On n'entend plus rien. Ah d'accord, merci. Je pensais que c'était moi qui. Non, non, moi non plus, j'entends pas. on est coupé encore. D'accord, Ouais. merci beaucoup. Il Merci faut beaucoup. mettre, je vais. Johan, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider à retrouver le son? On peut chanter? On peut s'entraîner, réviser la Haggadah. Oui, par exemple. Comment elle s'appelle? Evelyne Elbaz, tu es connectée? Tu entends tous nos petits problèmes? Non, j'ai l'impression que On n'a pas le son. tout le monde nous a abandonnés. Allô? On n'a pas de son. Johan? Ah, Ouais, Rav, je bien. m'excuse, c'est le médecin qui m'a téléphoné en plein milieu parce que j'ai un problème que je dois m'occuper. Excusez-moi, je m'excuse, je ne savais pas qu'il allait téléphoner. Alors, je reprends. Pas grave. La deuxième tragédie, c'est que la génération qui est sortie d'Égypte n'a pas été capable de rentrer en Israël. Ça s'appelle la faute des explorateurs. Ça veut dire une nouvelle fois, vous comprenez, que ça ne suffit pas de sortir d'Égypte. De sortir d'Égypte, c'est la première étape. Et la grande question, c'est on sort d'Égypte, mais pourquoi on sort d'Égypte
pour recevoir la Torah. On sort d'Égypte pour amener la Torah en Israël. On sort d'Égypte pour la réaliser en Israël. Alors, au niveau de la génération qui est sortie d'Égypte, en fin de compte, ça a été un fiasco. C'est peut-être pas... On a le recul. Alors, on peut dire une chose pareille. C'est pas très positif de dire ça, mais n'empêche que c'est la réalité. Alors, si je traduis cette première idée que j'essaye de vous enseigner, chaque Olé Hadash, il est confronté exactement aux mêmes questions. La première question, c'est est-ce que j'ai envie de sortir de l'exil? Est-ce que je suis capable de sortir de l'exil? Et ensuite, si je décide de venir, est-ce que je viens en Israël? Parce que vous savez très bien que tous les gens quittent l'exil, mais ils vont dans un autre exil, ils ne vont pas forcément en Israël. Et si je décide de venir en Israël, quel est le modèle de société que j'ai envie de créer en Israël? Je ne crois pas que c'est un hasard si jusqu'à aujourd'hui nous avons du mal à créer un gouvernement, parce que la société israélienne, le peuple d'Israël est divisé sur la question de quelle manière doit être envisagée la reconstruction de l'État d'Israël et quelles doivent être les priorités de l'État d'Israël. C'est exactement les questions de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire on est en plein dans le film. Nissan, c'est la première délivrance. Iyar, c'est la deuxième délivrance. La troisième, on peut dire, celle qui nous concerne aujourd'hui. Et Shavuot, le don de la Torah. J'ai envie de vous dire la même idée selon le message des Chachamim, et ensuite nous allons continuer notre développement. Le Maharal, dans son commentaire sur la sortie d'Égypte, dans son livre Gvurot Hashem, au 3e chapitre, va nous ramener un midrash. Et la grande question qui va nous interroger, c'est pourquoi les Chachamim ont eu besoin de ramener deux images. La sortie d'Égypte a été comparée à deux images. Alors, la première image, nous avons une fournaise, et dedans, il y a de la terre dans l'espoir de faire sortir de l'or, et vient le monsieur, le Zahavi, qui va faire sortir l'or de la fournaise. Alors ça, c'est la première image de la sortie d'Égypte. Une fournaise avec de la terre et de l'or qui est mélangé, il faut brûler et il faut faire sortir l'or. Deuxième image, c'est que nous avons une bête qui doit accoucher, et donc vient maintenant comment on dit, la personne qui s'occupe le mot ne me vient pas en français, la personne, le roé, comment on dit roé? La sage-femme? Oui, mais pour les bêtes. Le berger. Le berger. Ah, Le le vétérinaire. vétérinaire. Le berger, merci beaucoup. Le berger. Le berger va venir et il va faire sortir la bête. Alors, la grande question qui interroge le Maharal sur ce midrash-là, c'est pourquoi nous avons deux images et en quoi on a besoin de ces deux images. Alors, à la lumière de ce que j'ai essayé de vous expliquer, je pense que c'est très compréhensible parce que la sortie d'Égypte, il y a deux défis. Le premier, il faut sortir de, c'est la fournaise, c'est les Égyptiens. Ce n'est pas une erreur de dire que l'Égypte, c'est le premier camp de concentration que nous avons rencontré. Et vous savez très bien qu'il y a des midrashim que l'on ne peut pas et que l'on ne doit pas raconter aux enfants parce qu'ils sont très difficiles. Et c'est exactement comparable à ce que nous avons vécu en Europe il y a 80 ans. Alors, il faut sortir d'Égypte. Ça, c'est la première image. Et la fournaise, vous comprenez que c'est l'esclavage en Égypte, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il y a une naissance. Ça ne suffit pas de sortir de. Il faut aller vers, il faut créer quelque chose de nouveau. Il y a une identité qui doit se dévoiler. Et ça, c'est la naissance. Et donc, on peut dire que jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël, dans sa plus grande globalité, est confronté à essayer de donner un sens actuel à ces deux dimensions. Sortir de l'Égypte, sortir de l'exil, pour venir en Israël, mais quel genre de société on veut créer? Mais maintenant, je voudrais continuer mon étude. Pourquoi la sortie d'Égypte
doit forcément passer par la confrontation entre le Hametz et la Matzah. Et pourquoi on se doit de faire une recherche qu'il n'y ait pas de Hametz? En aucun cas chez nous. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi la Matzah. Alors, je vous explique l'idée et après, on va le voir dans les textes. L'État d'Israël, il peut et il doit ressembler à tous les autres États. Bien sûr, dans certains domaines, il n'y a pas de différence. Je vous donne tout de suite le parallèle. Pendant toute l'année, on va manger du Hametz et les autres nations vont aussi manger du Hametz. Donc, manger le Hametz, c'est, si vous voulez, la capacité de créer un État qui va ressembler sur certains aspects aux autres nations. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça passe par le Hametz? Je vous explique tout de suite. Dans la nature, il n'y a pas de Hametz. Dans la nature, il y a du blé. Celui qui transforme le blé en Hametz, en pain, c'est l'être humain. Donc, le Hametz est une invention humaine. Ce n'est pas une invention divine. C'est une création humaine. L'homme qui a la capacité de transformer le blé va le transformer. Excusez-moi, là, il y a quelqu'un qui est rentré en plein milieu, je n'ai pas compris. Alors, je reprends. Le blé, c'est une création divine, mais le pain, le Hametz, c'est une création humaine. Donc, l'État d'Israël peut ressembler aux autres États dans le domaine matériel, dans l'ordre humain. Ça veut dire, je vous donne tout de suite des illustrations bêtes ou méchantes. Si demain vous devez acheter une machine à laver, il n'y a pas de problème d'acheter une machine à laver qui est faite, ce que je sais moi, en Allemagne, au Japon, vous choisirez la marque que vous voulez. Et si demain vous voulez acheter une voiture, il n'y a aucun problème d'acheter une voiture qui est faite à l'étranger. Donc, l'État d'Israël se doit de ressembler dans le domaine matériel aux autres États. De la même manière que tous les peuples mangent du Hametz pendant toute l'année, nous aussi, on n'a aucun problème de manger du Hametz. Ça veut dire la création humaine. Alors maintenant, c'est là que le bas blesse. Très souvent, là où il y a création humaine, on va étouffer la dimension divine, ou bien même on va l'annuler, et on va dire qu'on n'en a pas besoin, et on va se sentir agressé par la dimension divine, et on va tout faire pour l'occulter. Et malheureusement, beaucoup de Juifs, à niveau individuel, et aussi beaucoup de Juifs au niveau collectif, se sentent agressés par la dimension divine, et ils ont du mal à y adhérer et à voir la sagesse et la profondeur de l'enseignement divin. La matzah, c'est la capacité de retrouver notre spécificité. Tout le monde va continuer à manger du Hametz. Nous, non. Une fois par an, pendant 5 jours, nous allons manger que de la matzah. Alors vous allez me dire pourquoi la matzah? Je vous explique tout de suite. Parce que dans la matzah, surtout le premier soir du Seder, il y a que le minimum. Il y a la farine et l'eau, c'est tout. C'est retrouver notre identité au sens originel du terme. Le soir du Seder, vous savez très bien que l'on ne va pas tartiner, on ne va rien mettre avec la matzah, on va la manger pure, la matzah 100%. Ça veut dire être capable de créer un état qui, au niveau matériel, va ressembler peut-être aux autres États, mais dans ses aspirations profondes et dans les valeurs que l'on veut transmettre aux générations futures, alors ça, on ne peut pas copier chez les Goïms. Il n'y a pas d'exemple. On se doit de respecter notre unicité, notre spécialité. Je vois que ce matin, j'ai un peu du mal à parler en français, alors je m'excuse si je fais des fautes. Vous êtes invité à me corriger.
Mais maintenant, je voudrais continuer. Tout ce que je vous ai dit, c'était la première partie du cours. Maintenant, je voudrais entamer la deuxième partie du cours. La deuxième partie du cours, c'est comprendre un peu la Haggadah de Pessah. Parce que malheureusement, très souvent, on a du mal à comprendre la Haggadah. Je ne parle pas au niveau de la traduction de chaque passage. Non, je parle plutôt de la ligne conductrice. Qu'est-ce que les Chachamim ont voulu nous enseigner à travers la Haggadah? Quelles sont les différentes parties? Quelle est la logique? Alors, c'est très simple. La Haggadah se divise en 3 parties. Première partie, avant le repas. Deuxième partie, le repas. Troisième partie, après le repas. Et le grand défi, c'est que tout le monde puisse terminer ensemble les 3 parties. Bon, cette année, on a peut-être de la chance, parce que c'est Shabbat, on aura le temps de se reposer. Donc, Motzei Shabbat, normalement, tout le monde est frais et disponible pour faire ensemble ce long parcours, avant le repas, pendant le repas et après le repas. Mais avant de vous expliquer la trame et la logique de la Haggadah, je me dois de vous donner encore un autre élément de réflexion. L'outil par excellence que l'on devra gérer correctement pendant toute notre existence, mais encore plus le soir du Seder, c'est la parole. Et la délivrance passe forcément par la délivrance de la parole. Alors, je vous explique tout de suite. Comme Moshe avait entamé le processus de délivrance et qu'il a été parlé au peuple d'Israël, le peuple d'Israël a été incapable pas d'écouter, d'adhérer. Ça veut dire que la parole de Moshe était en exil. Ils ont entendu ce que Moshe a dit, mais ils n'ont pas participé, ils n'ont pas adhéré. Ça veut dire, pour utiliser la parole correctement, ça ne suffit pas d'entendre. Il faut qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait un échange, il faut que l'être puisse s'imprégner correctement de la parole de l'autre. Et il doit avoir des 2 côtés. Alors malheureusement, dans le processus de délivrance en Égypte, en tout cas au début, il y avait un décalage. La parole de Dieu n'avait pas de répondant. La parole de Moshe est restée sans répondant. Le peuple d'Israël était incapable. Ça lui semblait tiré par les cheveux, illogique, ça lui semblait incompréhensible, improbable qu'on puisse même envisager de sortir d'Égypte. Alors, le soir du Seder, le grand danger de la personne qui va faire la Haggadah, c'est qu'elle va parler à elle-même. Le grand danger, c'est qu'elle ne va pas prendre le temps d'être à l'écoute des personnes qui y a autour d'elle. Et le soir du Seder, ça doit être un échange entre les générations et une rencontre entre les générations. Et dans la vie courante, il faut savoir que le soir du Seder autour de la table, normalement, ça doit se représenter chaque semaine. C'est le vendredi soir. Le vendredi soir, c'est un repas que l'on n'a en aucun cas le droit de rater. Et on devra tout faire pour que tout le monde soit autour de la table le vendredi soir. Shabbat matin, c'est déjà autre chose, mais le vendredi soir, c'est la possibilité à tous les membres de la famille de se retrouver, d'être à l'écoute l'un de l'autre, de savoir mesurer et gérer les différences. Chacun a une place, mais personne ne doit prendre la place de l'autre. Alors, j'ai envie de vous dire que pour apprendre à faire ça correctement, eh ben, c'est le soir du Seder. Et si on fait la table du Seder correctement, alors après, on saura le faire aussi le vendredi soir. Ça veut dire, ça commence avec le soir du Seder et ça continue chaque vendredi soir. Malheureusement, dans le monde dans lequel
nous vivons, le repas du vendredi soir, très souvent, il est loupé, il est raté. Et on comprend que c'est l'expression d'une cassure dans les générations. Il y a d'un côté le monde des adultes et d'un autre côté le monde des enfants. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il y a une cassure dans les générations. Alors, il faut savoir utiliser correctement la parole. Et la parole, on ne doit pas parler pour dire les choses, on doit parler pour essayer de créer une rencontre. Ça veut dire qu'il faudra choisir les mots, il faudra choisir le moment, il faudra choisir la forme, il faudra savoir s'adresser à chacun de manière différente. Et donc, c'est vrai que le soir du Seder, c'est un grand défi. Tout le monde a une place, mais tout le monde ne se sent pas forcément concerné. C'est une erreur de traduire les 4 enfants en tant que 4 enfants. Ce ne sont pas des enfants, ce sont 4 types de personnes, 4 modèles. Et celui qu'on en a l'habitude de dire en hébreu « Eno yodea lishpol » ne doit pas être traduit « il ne s'est pas posé des questions », mais il faut plus le traduire « il ne se sent pas concerné ». Il est là, mais il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire parce qu'ils ne se sont pas concernés. Et donc, le grand danger du soir du Seder, parce qu'il est là, mais qu'il n'a rien à dire, parce qu'ils ne se sont pas concernés, alors on risque de le louper et on risque de ne pas lui donner une place. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim vont dire « Ve'at ptach lo ». Ça veut dire c'est toi qui devront prendre l'initiative de manière très délicate pour essayer de l'intégrer tout doucement. Tu devras d'abord remarquer qu'il est présent, mais il n'est pas avec toi. Parce que si tu t'enfermes dans ton discours, et si tu transformes le soir du Seder en une conférence, où c'est toi qui parles, tu n'as rien compris. C'est un échange. Mais je voudrais continuer. Dans nos générations, il y a aussi un 5e, celui qui n'est même pas là. C'est-à-dire, il est tellement assimilé, il est marié avec sa Goya, il ne sait même pas que c'est Pessah, et il n'est pas là autour de notre table. Et malheureusement, à cause de l'exil, ce 5e-là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup trop d'ailleurs. Alors maintenant, je voudrais reprendre, après cette petite parenthèse, je voudrais reprendre la trame du soir du Seder. D'abord, je m'arrête là avant de continuer, parce que ça va faire déjà presque une demi-heure que je parle. Vous avez peut-être des questions ou des interventions, et après, je voudrais continuer, s'il vous plaît. Il n'y en a pas? Je peux continuer? Oui, j'ai une question. Je vous écoute. Oui, j'ai trouvé extrêmement intéressant votre allusion au fait que s'entendre soi-même en lisant la Haggadah n'est pas un partage, en effet, dans la mesure où communiquer, c'est justement amener l'autre avec soi. Et est-ce que vous pourriez nous donner des moyens, je dirais, peut-être communicatifs, parce que la Haggadah, dans sa lecture, devient pour certains une routine. On se retrouve le premier soir du Seder, c'est sympathique, on est tous ensemble, on va partager, enfin ça devient presque une sorte de rituel, de petites choses qu'on fait, etc. C'est très intéressant, certes, mais si on veut entrer dans une communication plus intense et vraiment faire passer le message, qui est quand même un message extrêmement important pour la suite de l'évolution du peuple juif, qu'est-ce que vous préconiseriez comme mode de faire? Alors là, je dois être sincère avec vous, je n'ai pas la prétention de vous donner une bonne recette. Moi-même, je ne peux que hésiter et la chercher. Mais je peux vous donner quand même certaines réflexions. De la même manière qu'une maîtresse de maison expérimentée sait que le soir du Seder,
On n'a pas besoin de s'éclater dans la cuisine. Ça ne sert à rien. Et donc, on devra choisir avec précision qu'est-ce qu'on veut préparer et on devra apprendre à gérer correctement ses forces et son temps. Alors, j'ai envie de vous dire que la personne qui va gérer le Seder a une très grande responsabilité. Et le soir du Seder se devra d'être préparé correctement. On doit d'abord savoir à l'avance qui sont les personnes qui vont venir. On doit les connaître de manière individuelle pour savoir où, quoi, comment, de quelle manière, où il faut raccourcir, où il faut allonger. On devra être capable de s'adapter chaque année aux conditions. L'année dernière, on était dans le confinement. Cette année, si Dieu veut, on ne sera pas dans le confinement. Donc, il y a des enfants, il y a des petits-enfants, il y a des gens âgés. Je me permets d'attirer votre attention. Il y a des gens plus religieux, il y a des gens moins religieux. Il faut savoir tenir compte de tout ça. Il faut se préparer à l'avance correctement pour choisir quels sont les passages sur lesquels on veut se concentrer et quels sont les passages sur lesquels on veut les lire et ne peut-être pas s'attarder. On doit aussi beaucoup préparer, mais on ne doit pas s'enfermer dans un système. Ça veut dire qu'on doit être très, 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 comment on dit, on doit beaucoup préparer, mais on n'en doit en aucun cas s'enfermer dans un système. Et on doit être à l'écoute de ce qui se passe devant nous et savoir s'adapter. Il faut être en perpétuel... souple. J'ai du mal à m'exprimer. Avoir de la souplesse. De la souplesse dans l'esprit et de la souplesse pour gérer. Si on a des petits-enfants, alors il faut bien entendu préparer un tapis, préparer des jeux, préparer une table en fonction que chacun puisse se sentir à l'aise. Il faut tout faire pour être détendu et surtout faire preuve de patience et faire preuve de miséricorde. Ça veut dire que s'il y a certaines personnes que ça leur est difficile, que ça leur est lourd, que ce n'est pas facile pour eux à gérer, alors il faut apprendre à respecter. Et il faut apprendre à donner une place. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter, mais ça veut dire qu'on doit apprendre à respecter les différences. Nous ne sommes pas tous faits de la même manière, nous n'avons pas tous les mêmes ambitions, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'ordre dans lequel et la manière dont j'aborde les choses? Tout à fait. Je vous donne encore un autre petit détail pratique, mais très important. La fête, le soir du Seder, quand on va donner à chacun de la matzah, alors on doit savoir, mais ça malheureusement, beaucoup d'hommes ne connaissent pas la halakha correctement. Alors bon, c'est pour ça qu'ils font des bêtises. J'y suis pour rien. Hein. Il serait temps qu'on commence à étudier la Torah correctement. Au niveau du kazaït, de la quantité qu'il faut manger de la matzah, nous avons deux opinions chez les chachamim. Est-ce que c'est en volume ou est-ce que c'est dans le poids? Alors, selon qui disent c'est le poids, c'est 30 grammes. Celui qui dit en volume, c'est comme une petite boîte d'allumettes. Alors, je vous donne un truc. Pour les gens qui ne sont pas très religieux ou qui ont du mal ou qui sont en train de tout laisser tomber, on leur donnera en volume. Pour les gens qui sont plus branchés et qui n'ont pas de problème d'adhésion, alors on leur donnera en grammes. Et donc, on doit savoir gérer, on doit savoir s'adapter, on doit connaître chacun où il est pour essayer que tout le monde se sente à l'aise et qu'il ait une place. Mais d'un autre côté, sachez que tout le monde n'est pas pareil. Vous comprenez un petit peu l'optique dans laquelle j'ai envie de vous dire? Oui. Bon, chez nous, ici, nous ne sommes qu'à 5 personnes, donc ce ne sera pas très, très difficile. D'accord. Mais à la lumière de votre question qui se doit d'être posée, je profite de l'occasion pour vous donner certaines règles générales. Après, chacun d'entre nous devront les adapter selon la réalité dans laquelle il vit. Mais c'est sûr que la personne qui gère le Seder,
se devra de préparer correctement, se devra de bien connaître pour savoir où il faut aller plus vite, où il faut rallonger, choisir les passages où il veut s'attarder et être toujours très souple, ne pas s'enfermer dans un système, ne pas s'enfermer dans un modèle. Ce qui était vrai l'année dernière n'est peut-être pas forcément vrai cette année. Vous comprenez un petit peu l'optique? Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bien entendu, les commentaires de la Haggadah sont tellement riches que on se doit de connaître cette richesse et cette diversité. Et on se devra de réfléchir qu'est-ce qu'on pense qui peut être adapté à telle ou telle personne. Vous comprenez un petit peu? Merci. D'accord. Alors, avec votre permission, je reprends le fil du cours. Et maintenant, nous voulons essayer d'expliquer les différentes étapes du CD. Alors, je vous ai dit avant le repas, pendant le repas et après le repas. Maintenant, je vous explique la même idée, mais sous une autre forme. Dans la première partie, on va s'occuper du passé. Qu'est-ce qui s'est passé à nos ancêtres en Égypte? Parce que le grand danger, quand on vit en Israël et quand on s'investit dans la création de l'État d'Israël, c'est de ne vivre uniquement qu'au présent. Et donc, on se doit de comprendre que nous sommes comme un arbre. Le peuple d'Israël est comme un arbre et il a des racines. Et si on ne connaît pas ces racines, eh ben, on n'aura jamais des fruits. Et donc, on se doit de retrouver nos racines. Et le mot racine, on doit le comprendre de deux manières. On doit le comprendre au sens collectif, c'est vrai, mais aussi chaque famille. Ça veut dire que chaque famille a vécu son histoire, sa montée en Israël, sa sortie d'exil et son intégration en Israël. Alors à ce moment-là, on se devra de raconter. Ça veut dire qu'il y a le texte de la Haggadah, mais il y a aussi une dimension personnelle qui doit être amenée et qui doit être transmise. Et malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, trop souvent, on se coupe des personnes âgées. On se coupe de nos racines dans le passé. On ne connaît plus notre histoire. Alors, la première partie du CEDER, c'est retrouver notre histoire pour créer une identité commune, pour créer une adhésion. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'ensuite, nous avons le repas. Le repas, c'est la prise de conscience que nous avons un rôle à jouer dans le présent. Je tiens aussi à vous expliquer que dans le repas, on fait des mitzvot. Et malheureusement, dans le monde que nous vivons, de la même manière que le passé semble dépassé, dans le monde pluraliste dans lequel nous vivons et dans le monde contemporain dans lequel nous vivons, la pratique des mitzvot, ça semble complètement désuet. Ça ne sert à rien. Je m'excuse de vous le dire vulgairement, mais je le fais exprès, ça nous emmerde. On voudrait se débrouiller sans. Et on ne comprend pas le pourquoi des mitzvot. Et on ne comprend pas à quoi ça sert. Pourquoi, pour créer une société morale, il faut forcément passer par la pratique des mitzvot. Ça, c'est le repas. Je tiens aussi à vous expliquer que le vécu des mitzvot ne doit pas être un vécu uniquement personnel, mais c'est un vécu d'une société entière. Ça veut dire que, puisque nous avons déjà 2000 ans d'exil, alors malheureusement, dans le centre du plateau, il y a la matzah. Il n'y a que la matzah. Mais normalement, dans une période de délivrance, il y a l'agneau pascal. Ça veut dire que nous avons tous un projet commun. On est tous à Jérusalem, sous la protection divine dans le temple, et on est appelé à manger ensemble l'agneau pascal. Ça veut dire une des difficultés qui fait que les gens ont du mal à s'adhérer aux mitzvot, à part le fait qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est un vécu personnel aussi.
Ce n'est pas toute la société qui est au même diapason. Je vous donne un parallèle pour que vous voyez tout de suite la différence. Après Pessah, c'est Yom HaShoah, ou par exemple Yom HaZikaron, ou Yom HaTzmaout. Quand toute la société veille au même diapason, on ne peut pas le louper. Et l'impact, il est beaucoup plus fort. Vivre Yom HaShoah en Israël et Yom HaZikaron en Israël, quand on va écouter la sonnerie et que tout le monde va être d'homme et va s'arrêter, vous comprenez bien que l'impact, il est beaucoup plus fort. Aujourd'hui, c'est la même chose. La société israélienne, le peuple d'Israël a du mal à adhérer aux mitzvot. Et donc, on va le vivre peut-être à l'échelon personnel ou communautaire, mais on ne va pas encore le vivre à l'échelon collectif de toute la société. On peut peut-être donner certains exemples qui nous font comprendre ce que j'ai envie de dire. Le jour de Kippour, dans les rues, on ne peut pas rater que c'est Kippour. Ah bah ouais, mais normalement, ça devrait être comme ça chaque Shabbat. Il n'y a aucune différence entre Shabbat et Kippour. Aujourd'hui, ça se fait qu'à Kippour. On espère qu'un jour, ça se fera dans chaque Shabbat. Ça veut dire que la rue, la vie, elle est sur le même diapason. Alors ça, c'est le repas. C'est le repas où on essaye de s'imprégner correctement. La matzah, c'est retrouver notre identité perdue, notre identité propre. L'agneau pascal, c'est le vécu collectif. L'amertume, le maror, j'allais presque dire, ça fait partie intégrante de notre vécu. Parce que être juif, c'est être différent. Être différent, c'est être confronté à des difficultés et des souffrances. Et peut-être même à la jalousie et à l'antisémitisme. Être juif et ne pas être différent, c'est pas possible, ça marche pas. C'est pour ça d'ailleurs que les Chachamim vont nous dire que la montagne où nous avons reçu la Torah, ça s'appelle Sinaï. Pourquoi Sinaï? Yarda Sin'a leumot haolam. À partir du moment où Dieu a décidé de donner la Torah au peuple d'Israël pour tout le monde, ben en fin de compte, il a créé une différence qui sera source d'antisémitisme. Bah oui. Et c'est un long apprentissage de respecter la différence sans passer par l'antisémitisme. On veut nous faire croire aujourd'hui, dans le monde pluraliste que nous vivons, que l'on doit tous être pareils. Mais ça, c'est une erreur très, très grave. Je m'excuse de vous dire ça, il y a des hommes et il y a des femmes. Il y a des juifs et il n'y a pas des juifs. On ne peut pas mélanger et faire d'un air de dire que tout est pareil. Sortir d'Égypte, c'est prendre conscience que pendant toute l'année, on peut manger du Hametz, on peut adhérer à un message universel, mais ça ne doit pas se faire au détriment de notre spécificité. Et donc, quand on va manger de la matzah, mais on va manger aussi de l'agneau pascal, et on va aussi manger du maror. Et après, on doit être capable de les mettre les trois ensemble. Ça veut dire, je tiens à vous expliquer qu'au début, on va manger chacun séparément, mais après, on va manger les trois ensemble. Parce qu'on ne peut pas les couper. On ne peut pas les couper. On ne doit pas les couper. Mais, et ça c'est la dernière partie, le présent c'est la réalisation. On s'est imprégné du passé et maintenant on le réalise dans le présent. Mais ça ne suffit pas. Nous avons aussi le futur. Je voudrais terminer sur deux idées. À la fin, quand tout le monde est endormi ou il s'est barré, on va lire Shir HaShirim dans toutes les communautés. Alors maintenant, la grande question, c'est pourquoi? Alors on peut dire, c'est vrai, la première partie du soir du Seder, c'est Dieu qui nous aime. Alors il nous fait sortir d'Égypte. La dernière partie, c'est nous qui témoignons de notre amour. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, je voudrais vous proposer une autre explication. Si la sortie d'Égypte est une tragédie, cette tragédie va s'exprimer à travers Shir HaShirim. Pourquoi? Parce que le bien-aimé, il voudrait bien rencontrer l'amante. Mais l'amante, elle est dans son lit. Avant qu'elle décide de se réveiller, de se lever, de s'habiller, d'aller ouvrir la porte,
Ben, le bien-aimé est parti. Ça veut dire, bien sûr que Dieu voudrait depuis bien longtemps la délivrance finale, mais nous, on n'est pas là. Nous, on rate le coche trop souvent. On rate les occasions que Dieu nous donne. Et donc, c'est pour ça que tout de suite après le repas, on se sent un peu lourd, on a du mal. Vont nous dire les Chachamim. Maintenant, la première chose que tu as à faire, c'est d'ouvrir la porte à Eliyahu Hanavi. Ouvrir la porte à Eliyahu Hanavi, c'est la réparation de Shir HaShirim. Dans Shir HaShirim, on n'est pas capable d'aller se lever, d'aller ouvrir. Le soir du Seder, avant d'arriver à Shir HaShirim, on fait déjà la réparation. On se lève et on va ouvrir. Ça veut dire, d'une manière plus profonde, la délivrance n'est pas là encore dans sa globalité, parce que c'est nous qui ne faisons pas notre travail. Et le Mashiach, on ne doit pas l'attendre. C'est peut-être aussi une très grande tragédie que l'on attend le Mashiach. Le Mashiach, on doit le faire venir. On doit le faire venir à travers nos actions et nos engagements et nos prises de position. Et on ne doit pas attendre que les autres fassent à notre place. On doit chacun à notre niveau, avec nos capacités, essayer chaque jour de se dire qu'est-ce que je peux faire pour essayer de mieux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour amener une contribution positive avec moi-même, d'abord surtout avec moi-même, et ensuite avec mon entourage. Comment je peux créer des relations meilleures avec mon entourage? Alors, ouvrir la porte à Eliyahu Hanavi, c'est comprendre que si nous, on ne lui ouvre pas la porte, il ne viendra pas. Et donc, c'est pour ça que la dernière partie du soir des Seder, eh ben, c'est l'aspiration et le désir à une délivrance finale entière. Ça veut dire le futur. Et nous avons encore beaucoup d'étapes à faire ensemble. Comprendre la sortie d'Égypte, c'est comprendre que le processus a été enclenché, que le processus avance, mais qu'il n'est pas arrivé encore à son apothéose. Et on doit comprendre que la création de l'État d'Israël, c'est une étape dans le processus de délivrance. De la même manière que la sortie d'Égypte, c'est une étape dans le processus de délivrance, mais ce n'est pas une finalité. Et malheureusement, on peut dire que grâce à Dieu, après 2000 ans, nos rêves se réalisent devant nous, mais la tragédie, c'est que l'on ne prend plus le temps de créer des nouveaux rêves. Ça veut dire le sionisme nous a amenés à réaliser nos aspirations d'il y a 2000 ans, mais maintenant, le sionisme laïque, apparemment, il semblerait manquant, parce qu'il ne nous aide plus à recréer nos nouveaux rêves. Et donc, l'apothéose du soir du Seder, c'est de chanter notre aspiration pour la réalisation de nos prochains rêves. Et donc, nous sommes libres de rêver. Et on doit redécouvrir nos rêves à un niveau individuel et aussi à un niveau collectif. Je m'arrête là exprès. Vous avez peut-être des questions ou des interventions et après je terminerai peut-être sur un dernier point. Vous avez des questions? Vous avez des interventions? Bon, apparemment, il n'y en a pas. Alors, je termine. Faire le Hallel le soir de la Haggadah, dans la dernière partie, c'est en fin de compte être capable de faire le Hallel de Yom Ha'atzmaut. Ben oui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire c'est le même processus. Ne vois pas dans la sortie d'Égypte un événement passé il y a 3000 ans, mais comprends que c'est un processus qui est sans arrêt enclenché, qui se réalise devant nous, mais on doit participer à sa conclusion et à son apothéose. Je terminerai que nous attendons la venue de Eliyahu Hanavi, parce que Eliyahu Hanavi, c'est celui qui sait réunir les générations, comme il y a marqué dans la prophétie de Malachi. Ça veut dire que si nous avons fait dans la première partie du soir du Seder la parole correctement
et nous avons tenu compte de toutes les personnes. Alors, on est capable de faire venir Eliyahu Hanavi, qui, lui, complétera ce même processus de retrouver l'unité dans les générations. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fête de Pessah, une très bonne délivrance, à niveau individuel et collectif, et que nous ayons la possibilité de nous retrouver tous ensemble le plus rapidement possible à Jérusalem reconstruite au niveau matériel et surtout au niveau spirituel. Une très bonne fête de Pessah. Merci beaucoup, Rav Tobiano. Merci. תודה, חג שמח. תודה רבה, merci beaucoup, Rav Toubiano. תודה רבה, שמח. Rav Tobiano. Merci beaucoup, Chag Sameach. Vous pouvez faire un don pour les molles. Merci à tous ceux qui ont déjà fait un don. Vous pouvez encore faire un don. Je vous donne mon numéro de téléphone, ceux qui n'ont pas reçu par WhatsApp le lien. Le lien, il a été envoyé par WhatsApp, il sera renvoyé également. Voilà, ceux qui veulent, 054 285 270. Voilà, je vous envoie sur le chat maintenant. 054 285 270. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà participé. On demande une fois dans l'année. On fait appel à votre générosité pour qu'on puisse continuer ces cours et les développer. Merci. Voilà, Chag Sameach à tous. Chag Sameach. חג שמח. חג שמח. Merci à tous, Chag Sameach. Pour ceux qui nous écoutent de France, il y a également la possibilité de faire un don et avoir un reçu CERFA. J'enverrai le lien dans la journée ou demandez-moi par téléphone. Voilà. Merci. Kol Tov. תודה רבה. Merci de votre participation. Chag Sameach. שמח. תודה.